je m'appelle Mona Montano, je suis médecin, je ne suis pas radiologue, je suis plutôt chercheur, je dirige le Centre de bilan antifibrose à la Pitié-Salpêtrière avec Thierry Poinard, qui a créé cette structure qui est maintenant un ambulatoire dans le cadre de l'hôpital. Au départ pour les marqueurs non invasifs dont il est inventeur, le fibrotest, et après, au fur et à mesure qu'on a eu des appareils d'élastographie, donc on a rajouté pour nos patients la possibilité d'avoir une évaluation non invasive avec initialement l'élastographie transitoire par fibroscan, et depuis 2012, décembre 2011 pour être plus précise, on a pu installer un Explorer. Et donc on a une certaine expérience parce que tous nos patients, ils passent avant d'être vus en consultation, une semaine avant, par ce centre de bilan antifibrose. Et plus récemment encore, on effectue non seulement le diagnostic de fibrose avec ces différents types de méthodes non invasives, mais aussi le dépistage d'un nodule avec un Explorer. Et donc aussi, je conduis l'unité de recherche à bioprédictive, j'ai double chapeau. Ce n'est pas tout à fait un conflit d'intérêt, je pense que c'est un avantage parce que ça me permet d'avoir plus de visibilité sur la méthodologie de comparaison des méthodes non invasives. Donc je pense que j'ai été choisie par Supersonic pour faire cette présentation justement pour ce côté clinique. N'étant pas radiologue, je vais vous expliquer comment on peut utiliser Explorer sans aucun complexe et sans être radiologue, sans avoir des diplômes d'échographie pour mesurer l'élasticité du foie, l'élasticité de la rate, l'élasticité des éventuels nodules hépatiques et ainsi de suite, et comment les intégrer, cette mesure, pour évaluer, pour mettre un diagnostic et stabiliser la fibrose hépatique, pour donner le pronostic pour le patient, et aussi pour prendre une décision thérapeutique et suivre après les thérapies. Donc tout d'abord le contexte. On va parler de l'élastographie bidimensionnelle shear wave en temps réel, que je vais abrévier par 2D shear wave, par Explorer. Donc l'appareil s'appelle Explorer et il est produit à Aix-en-Provence par Supersonic Imaging. Je voudrais vous rappeler que depuis 2015, il existe des recommandations techniques et très pratiques et européennes qui permettent, qui nous donnent un peu le feu vert pour utiliser l'évaluation non invasive pour tous les patients avec hépatopathie chronique du foie, avec différents critères de confiance. Et c'était juste pour vous dire que, par exemple, les limites qui étaient notées ici en 2015 ont été déjà dépassées, parce qu'il y a des études qui établissent les critères d'une interprétation correcte de l'Explorer, et aussi ils disent que c'est une technique fiable qui est au moins équivalente à l'élastographie transitoire pour fibroscan, et je vais vous montrer les études qui ont comparé toutes ces techniques. L'utilisation de l'élastographie des tissus du corps humain a été approuvée par le FDA aux États-Unis. Donc après, nous on utilise l'élastographie du foie qui est corrélée à la fibrose hépatique, justement pour évaluer non invasivement la fibrose hépatique. Quel est le contexte? Donc, les marqueurs non invasifs de fibrose, maintenant, ils sont utilisés pour classer, donc pour stabiliser la maladie, y inclus à l'intérieur du stade de cirrhose. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant le stade F4 en métavir, mais F4-1. Ce sont les cirrhoses compensées, sans hypertension portale, sans maladie, sans aucune complication. Et on a des seuils établis avec le fibrotest et l'élastographie transitoire pour ce stade. Le stade F4-2, qui est le stade qui correspondrait à des valeurs des méthodes non invasives qui suggèrent l'existence des varices ésophagiennes.
et le stade 4-3, qui est le stade de cirrhose avec complications, au carcinome hépatocellulaire. Et on essaie actuellement, il y a déjà des études, d'utiliser l'élastographie Shear Wave, bidimensionnelle par Explorer, aussi pour trouver des seuils qui seraient intéressants en pratique pour s'orienter quand on voit un patient la première fois, pour savoir exactement dans quelle catégorie il fait partie. Bien sûr, ces seuils, ils ne sont absolument pas intégrés pour l'instant dans les recommandations techniques de screening de varices ou de carcinome hépatocellulaire, mais on peut les garder à l'esprit pour pouvoir intégrer cette information dans le dossier du patient. On peut faire également l'élastographie Shear Wave de la rate, et on sait que par exemple un seuil de 35 kPa suggère qu'il y aurait des varices ésophagiennes, de grade 2 ou plus. Quel est le principe d'acquisition de l'élastographie bidimensionnelle par onde de cisaillement, donc Shear Wave? J'ai prêté cette diapositive de M. Joël Gay parce que j'ai trouvé qu'elle est très claire et qu'elle montre exactement et très clairement quelle est la différence entre l'élastographie transitoire et l'élastographie bidimensionnelle par onde de cisaillement. Donc en fait, pour le fibroscan et pour l'élastographie transitoire, il y a une excitation du tissu hépatique qui est externe par une impulsion au niveau de la peau, de la surface de la peau, qui se transmet à travers les tissus pour arriver au foie et pour déformer le tissu qui est traversé. Et donc c'est cette propagation de cette onde mécanique qui se propage, la vitesse de propagation de cette onde, qui va donner une estimation de l'élasticité du foie, le carré de la vitesse. Contrairement à l'élastographie transitoire par fibroscan, l'élastographie Shear Wave, donc par onde de cisaillement bidimensionnelle, utilise une excitation du tissu interne par des ultrasons supersoniques, donc des ondes très rapides, et donc on obtient un résultat très clair d'élastographie Shear Wave bidimensionnelle. Et puis on a le système des radiologues, mais qui malheureusement il n'est pas très pratique, il est performant, mais il n'existe pas en routine de l'élastographie par onde magnétique, par résonance magnétique. Donc l'élastographie Shear Wave, c'est un mode d'imagerie bidimensionnelle mais quantitatif, qui donne une image optimale d'organe parce que vous avez un mode B échographique, vous n'êtes pas un aveugle ou un mode A comme pour l'élastographie transitoire par fibroscan, où vous avez juste un repère mais vous ne voyez pas vraiment les organes, donc vous voyez l'organe et donc vous pouvez positionner la région d'intérêt dans le segment qui vous intéresse, où vous ne voyez pas de structure qui pouvait interférer. Donc vous pouvez très bien se positionner par rapport à la capsule, à la distance souhaitée, à la distance idéale. Et donc ça c'est déjà très bien parce que c'est un gros changement et ça élimine les biais liés à la manque de visibilité. Et donc utilise une sonde courbe, en fait il existe une sonde rectiligne aussi, ça dépend de l'organe que vous voulez visualiser, qui génère des faisceaux ultrasonores. Et donc ces faisceaux, ils ont une force de radiation qui crée un déplacement mécanique et de l'ordre de micromètres. Et donc, en fait, les faisceaux, ils sont focusés à plusieurs profondeurs et croissantes et qui génèrent cette onde de cisaillement qui est le front d'onde plein qui donne une mesure quantitative de l'élasticité par le carré de sa vitesse. Donc vous avez une autre visualisation, donc ici c'est un temps, et ici c'est la profondeur, et vous voyez que ces excitations, elles sont à des différentes profondeurs,
Et donc le front d'onde qui est généré, il est ici. Donc il y a une poussée supersonique qui se déplace à de différentes profondeurs. Et puis cette poussée, le front d'onde, sa vitesse de déplacement, elle est enregistrée par des ondes ultrasons ultra rapides. Ça, c'est l'exemple d'un élastogramme bidimensionnel d'un résultat. Vous avez toujours, ici, vous voyez qu'on a pris deux mesures, Qbox 1 et Qbox 2, et puis on a fait la moyenne. Donc, pour chaque mesure, vous avez un affichage de la moyenne, 1 kilopascal, une déviation standard, après, oui, une déviation standard. On ne voit plus les minimums et les maximums sur les nouvelles feuilles de résultats. Avant, on avait la possibilité de voir les minimums et les maximums. On voit le diamètre de la Qbox, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, et l'index de saturation. Donc en fait, quand vous vous mettez en mode shear wave, on va voir sur la démonstration après. Donc vous choisissez, donc ce carré-là, qui est plutôt un trapèze, s'appelle la région d'intérêt. Donc vous choisissez la région d'intérêt pour votre patient. Et à l'intérieur de la région d'intérêt, vous faites des acquisitions à l'intérieur de ces ronds qui s'appellent des Qbox. Et donc chaque Qbox, il va analyser plusieurs milliers de pixels qui estiment les élasticités à l'intérieur de cette zone. Cette moyenne, elle va refléter finalement plusieurs milliers de mesures à l'intérieur de ce Qbox. Donc le diamètre de la Qbox, il est important, et vous allez voir qu'une des recommandations, c'est que ce diamètre soit autour de 2 cm, en tout cas pas inférieur à 20 mm. Et puis l'index de stabilité, c'est un autre paramètre qui est très important parce qu'il vous donne la mesure c'est une estimation de la stabilité de l'image et le fait que vous n'avez pas à l'intérieur des Qbox des pixels qui sont vides, donc des mesures d'élasticité qui n'ont pas pu être prises pour des raisons techniques. Donc en général, on dit qu'il doit être supérieur à 90% pour une acquisition qui soit de très bonne qualité. Après, vous pouvez vous positionner, donc en général, les acquisitions se font dans le lobe droit, mais vous pouvez vous positionner où vous voulez. Le lobe gauche, il est très difficile d'accès, il faut passer sous le rebord postal, et en plus, les mesures sont très difficiles, il y a beaucoup de taux de non-réussite, un taux élevé de non-réussite à cause des battements cardiaques qui interfèrent avec les mesures de l'élasticité. Donc en général, on se positionne dans le lobe droit. Si vous êtes de bons échographistes, vous pouvez aussi viser des segments où vous avez un intérêt ou si vous faites une étude. Ça, c'est une feuille de résultats. Vous avez une synthèse des diamètres de la Qbox, à l'intérieur de laquelle on fait les mesures des élasticités et on donne la moyenne. Vous avez l'élasticité minimum, maximum pour chaque Qbox, la moyenne, la standard deviation, et puis on vous donne aussi les résumés des images, et puis en bas vous avez, c'est juste orientatif, un diagnostic en fonction des seuils qui sont publiés pour évaluer s'il existe une hypertension portale sévère. Donc le protocole, le patient il a un décubitus dorsal, il doit être à jeun. Donc ça, tout facteur, c'est comme pour l'élastographie transitoire par le fibroscan, tout facteur qui peut influencer la dureté du foie, la turgescence du foie, et bien sûr le flux sanguin post-prandial peut influencer. Donc il faut essayer de standardiser la mesure pour la reproductibilité dans le temps, quand vous allez faire revenir le patient dans 6 mois ou dans 1 an, pour savoir que vous avez fait les mesures dans les mêmes conditions et qu'il n'y ait pas de facteurs externes qui ont changé les valeurs des mesures. Donc le patient à jeun, le patient il doit être en apnée, à peu près 5 secondes, justement pour la stabilité de l'image, et ça va se refléter sur l'index de stabilité. L'examen il se fait par voie intercostale.
vous visez en général le lobe 3, donc le segment 6 à 8, et il faut exercer beaucoup de pression et mettre beaucoup de gel pour avoir un très bon contact, parce que plus le contact est meilleur, plus la transmission des ondes elle est meilleure. Donc il faut choisir le diamètre de la Q-Box, c'est vous pouvez le pré-régler, préétablir, ou vous pouvez le modifier pendant les mesures. Si vous mettez un diamètre trop grand, vous allez avoir une hétérogénéité et peut-être des artefacts aussi. Donc l'idéal c'est de ne pas mettre un diamètre trop grand et de rester autour de 20 mm. Après, où est-ce qu'on positionne le carré d'acquisition, ce qui est la boîte Shearwave? La position, il y a des études qui disent entre 3 et 5 cm de la surface de la sonde et entre 1 et 2 cm sous la capsule hépatique. Bon, effectivement, les études elles montrent que si vous vous positionnez trop profondément ou trop latéralement, c'est pas bien non plus parce que c'est pas dans l'axe de l'image. Et après, quand on est trop profond, la qualité de données qui sont acquises, c'est pas la même que quand on est. Il ne faut pas être trop superficiel non plus sur la capsule parce qu'il peut y avoir des phénomènes de surévaluation. Après, on sait que les opérateurs experts, ils ont une meilleure reproductibilité que les opérateurs novices. Donc il faut se former, il faut avoir au moins 100 mesures. Nous, on a testé ça, je ne veux pas vous montrer cette étude. Et puis, donc je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, les recommandations, c'est de faire 3 mesures, 3 Q-Box, donc 3 mesures en fait d'élasticité à l'intérieur de la même région d'intérêt et d'obtenir la moyenne. Mais il y a il y a des études qui ont fait 4 acquisitions, il y a des études qui ont fait 5 acquisitions et qui ont donné la moyenne. Mais en fait, le fabricant il est tenu à recommander les 3 acquisitions qui ont été publiées initialement. Nous, on a fait une étude maison à l'intérieur de notre centre de bilan antifibrose sur des milliers de patients en 2012. Et on a démontré qu'une seule mesure de Q-Box à l'intérieur de la région d'intérêt, à condition qu'elle soit faite dans les zones où il n'y a pas beaucoup d'hétérogénéité, où vous êtes dans les zones ce qu'on appelle bleues, qui s'affichent à l'écran bleu, pas dans les zones rouges, ça on va voir tout à l'heure, donne la même valeur diagnostique. Donc après, c'est vrai qu'on n'a pas publié, c'est resté au stade de poster, mais bon, je vous encourage à le faire. Si vous faites une bonne acquisition, elle peut être fiable, aussi fiable que la moyenne des 3, surtout que si les 3 sont mesurés dans le même carré d'acquisition, on peut obtenir des résultats redondants. Et ça a été confirmé, il y a une étude qui est publiée, qui a été confirmée, une étude asiatique. Quelles sont les valeurs normales? Ça c'est une vraie question. Définies entre 2,5 et 97,5. Il y a une étude publiée il y a 3 ans sur des donneurs vivants. Il y avait quand même 73 sujets qui étaient stéatosiques et qui étaient F0 à la biopsie. Et les valeurs normales observées, ils étaient entre 2,6 et 6,2 kPa. Et puis, il y a une autre étude, plusieurs études en fait qui ont été faites, incluant des volontaires sains. Ça, c'est très important parce qu'en général, l'idéal, c'est d'inclure des donneurs de sang qui sont screenés pour les hépatites, pour lesquels on connaît un tout petit peu le profil, et donc on peut les choisir, mais ces études, elles ont inclus des volontaires sains, supposés sains, et on voit que la moyenne de Shearwave était de 5 kPa. Après, quand on regarde la moyenne chez les sujets qui ont une fibrose minime ou absente, F0F1, mais qui ont une hépatopathie chronique, elle est de 6,7 kPa, donc elle est supérieure à la moyenne des sujets volontaires supposés sains. Quelle est l'applicabilité et la reproductibilité? L'applicabilité, qu'est-ce que c'est l'applicabilité? C'est le taux de résultats fiables qui n'ont pas de risque
d'être faux positif ou faux négatif, ou pour lequel on n'a pas eu un échec. Ça c'est très important, surtout pour interpréter un résultat, pour ne pas dire ok, vous n'avez pas de cirrhose ou vous avez une cirrhose alors que le résultat il n'est pas du tout fiable. Je veux vous dire quels sont les critères en fonction des études qui ont été faites jusqu'à ce jour. Et puis il y a un autre enjeu, ce sont les études, si vous faites des études qui comparent par exemple les méthodes non invasives, il faut tenir compte de l'applicabilité et faire des analyses en intention de diagnostiquer et ajuster les résultats en fonction de l'applicabilité de chacun des tests. Ça c'est un point très important. Mais dans la pratique, c'est surtout pour éviter de conclure à tort un stade de fibrose. Quels sont les cofacteurs qui influencent la dureté hépatique? Donc, tous les facteurs potentiels qui pourraient augmenter la turgescence, la congestion du foie, peuvent influencer la dureté hépatique. Même la respiration, ça, ce sont des suppositions. Il n'y a pas d'études, comme pour le FibroScan, il n'y a pas d'études avec tous ces facteurs. La position du patient, effectivement, s'il est à jeun. Et puis, les facteurs les plus étudiés sont l'activité nécrotico-inflammatoire, la cytolyse, la cholestase, et puis la présence de la stéatose et le BMI. Ça a été déjà publié. Ça, c'est une étude qui a été publiée en 2016. Elle est en open access, vous pouvez la consulter. Donc, effectivement, l'élasticité hépatique shear wave bidimensionnelle, elle est corrélée à la fibrose, peu importe l'étiologie, dans toutes les étiologies. Dans cette étude, on avait la meilleure corrélation, c'était dans la maladie alcoolique du foie, mais c'était quand même une cohorte assez petite par rapport aux autres étiologies. Et donc elle est corrélée, ce qui est bien parce qu'on mesure l'élasticité pour avoir l'évaluation de la fibrose. Mais, comme pour le FibroScan, on a voulu tester si l'activité nécrotico-inflammatoire, ça augmente le score, si ça a un impact sur le résultat de la shear wave. Et on a comparé parce qu'on a fait systématiquement pour tous les patients 3 évaluations, fibrotest, FibroScan, donc élastographie transitoire, et shear wave bidimensionnelle par Explorer. Et on a vu qu'il existe une corrélation avec l'activité nécrotico-inflammatoire, comme pour le FibroScan, mais cette corrélation elle est beaucoup plus faible. Il y a une différence significative entre le FibroScan, l'élastographie transitoire, le TE, par la sonde M, et puis le shear wave bidimensionnel. Donc, un des avantages de l'Explorer, c'est d'être moins influencé par l'activité nécrotico-inflammatoire que l'élastographie transitoire. On a regardé aussi si les élasticités étaient impactées par la stéatose présumée par la CAP. Par exemple, on a regardé l'impact aussi des marqueurs non invasifs du stéatotest, on a obtenu des résultats similaires. Et on voit qu'en fait, surtout pour les sujets qui n'ont pas de fibrose significative, donc F0, F1, F2, la stéatose a un impact sur la méthode non invasive de l'élastographie, donc sur le FibroScan à droite et sur le shear wave bidimensionnel, mais cet impact, il est significativement plus bas pour le shear wave, encore une fois, un avantage parce que la stéatose, elle impacte moins le résultat d'élasticité et donc on conclut moins à tort par rapport au FibroScan. Après, ça c'est un critère indispensable pour dire qu'une mesure elle est fiable ou pas. Ça, ici, je vous ai présenté l'étude et comment on a déterminé ce critère. Donc en fait, tous les sujets qui ont des valeurs de l'élasticité minimum qui s'affichent à l'écran, qui sont inférieures à 0,2 kPa, doivent être exclus et considérés comme une mesure non fiable, le résultat non fiable. Et on a regardé la corrélation entre le fibrotest ici et l'élasticité, et on voit qu'en bleu, tous les sujets qui avaient des valeurs d'élasticité minimale inférieures à 0,2 étaient absolument pas corrélés avec le shear wave il n'y avait pas de corrélation entre le shear wave et le fibrotest. Donc on a conclu qu'effectivement une condition indispensable c'est d'avoir des valeurs minimales supérieures à 0,2.
Vous pouvez répéter la mesure. Quand les valeurs minimum sont inférieures à 0,2, vous avez la possibilité de répéter la mesure tout de suite. Mais il ne faut pas tenir compte de ce résultat. Donc, pour lister les critères de fiabilité utilisés et définis qui sont publiés jusqu'à ce jour, et je pense que ça va évoluer encore, c'est l'index de stabilité. Il faut être inférieur, il faut être supérieur à 90%. Si c'est inférieur à 90%, la mesure est rejetée. Ça, c'est très important. Après, l'élasticité minimum, comme je vous ai dit, elle doit être supérieure à 0,2 kPa. Et puis, il y a plusieurs études qui ont montré que plus la standard deviation elle a des valeurs inférieures, plus les mesures sont fiables. Le problème, c'est que quand on est trop exigeant avec un résultat, on élimine trop de résultats. Et donc l'applicabilité, elle diminue. Et finalement, ce n'est pas très pratique d'avoir un standard deviation très bas. Bon, c'est vrai qu'on a plus confiance dans des mesures comme ça, mais dans la pratique, on ne peut pas éliminer tout le monde. Donc ça reste à vérifier. Ces critères liés à la standard deviation restent à vérifier. Après, il y a une étude qui a utilisé les critères de FibroScan, mais sachant que la manière d'acquisition elle est complètement différente de FibroScan, donc moi je ne vois pas très bien la logique de ce critère. Et puis, ce qui est très important, c'est la profondeur de la mesure. Il ne faut jamais positionner le carré d'acquisition à une profondeur supérieure à 5,6 kPa. Donc, il faut être dans les premières à peu près 5 cm sur la capsule. Un avantage majeur de l'Explorer par rapport au FibroScan, parce que vous allez voir, il y a des valeurs diagnostiques qui sont similaires, c'est qu'on peut continuer à évaluer la fibrose, l'élasticité du foie chez les sujets qui ont une ascite. Donc les cirrhoses les plus graves, les cirrhoses qu'on appelle les F4.3. Donc ça c'est une petite étude maison et on a démontré que l'applicabilité en présence d'acide, on a comparé l'Explorer Shearwave avec le FibroScan, l'élastographie transitoire avec la sonde DEM et sonde XL. Et on a vu, et avec le FibroTest, parce qu'on avait ces 4 estimateurs pour tous les patients, et on a vu que la Shearwave, elle avait une applicabilité similaire au marqueur sanguin de fibrose. Donc une applicabilité très haute en présence d'acide, ce qui n'est absolument pas le cas de l'élastographie transitoire, parce que quand on a de l'acide, l'excitation mécanique, l'onde mécanique ne passe pas. Contrairement à Explorer, où l'excitation interne, ça passe mieux quand il y a du liquide. Donc ça c'est un exemple de mesure de l'élasticité du foie chez un sujet qui a beaucoup d'acide. Et vous voyez très bien, les valeurs sont très élevées. C'est un cirrhotique très grave, ce qu'on appelle un stade 4-3. La reproductibilité inter- et intraopératoire, elle est très bonne. Bon, on va passer très rapidement. Vous voyez, intraopératoire, les valeurs sont toutes supérieures à 0,95 et aussi interopérateur. Donc il n'y a rien à rajouter. Donc c'est une mesure qui peut être faite à distance et par des opérateurs différents. Il y a, mais c'est que les radiologues, il y a une petite étude qui a été présentée à la FEF en 2014. Qu'on n'a pas eu le temps de publier, c'est une étude de la Pitié. On a pris les sujets qui ont eu une évaluation par le Shearwave de l'élasticité par les radiologues et les mêmes patients qui ont eu la mesure de l'élasticité par les cliniciens avec une autre machine. Et puis on a vu qu'il y avait une différence, il n'y avait pas de différence pour le diagnostic de F2. Donc on a le FibroTest comme référence et le dossier clinique du patient. Et en fait, on s'est rendu compte que les radiologues, par rapport au clinicien qui fait la mesure, parce que nous, on a essayé de la standardiser, de la effectuer en aveugle, sans regarder autour s'il y a des signes d'hypertension portable. Et donc, les radiologues, peut-être, ils regardent les signes indirects de cirrhose et peut-être ils choisissent le meilleur segment pour prendre une mesure qui soit corrélée avec les autres aspects de l'imagerie. Donc, peut-être aussi qu'ils évaluent un peu mieux le succès technique, ce qu'on appelle le succès technique. Comment on fait l'évaluation sans gold standard? Qu'est-ce que c'est un bon diagnostic? Il faut qu'un diagnostic soit sensible, qu'il n'y ait pas de faux négatifs. Il faut qu'un diagnostic soit spécifique.
qu'il n'y ait pas de faux positifs. Ça, c'est très important, surtout quand vous utilisez cette méthode pour le dépistage de la fibrose en population à faible risque de fibrose. Et puis, un test parfait, c'est le gold standard qui doit être 100% sensible et 100% spécifique. Et donc, qu'est-ce que c'est un bon diagnostic? C'est ça, c'est le gold standard parfait, c'est à 1. Le hasard, il est à 0,5, ça c'est l'heure sur la courbe. Et puis, un test en général, il est à 0,82. La biopsie, si elle est un gold standard, ça veut dire qu'elle n'a pas de faux positifs et de faux négatifs. On sait, par des études de biopsie virtuelle, par exemple, que la biopsie, pour discriminer entre deux stades adjacents, ça dépend de la taille de la biopsie, ça va de 0,76 à 0,87. Donc, quand on fait des études avec biopsie pour comparer une nouvelle méthode, pour voir quelles sont les performances de nouvelles méthodes diagnostiques, comme Explorer, il faut tenir compte aussi des limites de la biopsie et du fait qu'elle a des faux positifs et des faux négatifs. Ça, c'est une étude sans biopsie. Donc, on a pris, parce qu'on sait que c'est ce que je vous ai dit, si le talon n'a pas une précision très grande, alors il faut inclure dans l'analyse les limites de notre standard. Et puis, on a essayé de trouver la vérité en regardant quelles sont les concordances entre Explorer, entre les valeurs de l'élasticité par FibroScan, et on avait un marqueur sanguin. Et on a déduit que les spécificités, par exemple, pour Shear Wave, pour Explorer, étaient excellentes. Donc, ça veut dire que ça ne donnait pas de résultats positifs, donc ça excluait la maladie. Et c'était similaire au fibrotest et à l'élastographie transitoire, avec des sensibilités entre 0,47 et 0,64 et un seuil pour la cirrhose de 14,5. On va revenir sur le seuil tout de suite. Dans les diagnostics, pour le diagnostic, les études avec biopsie. Et c'est ça qui vous intéresse pour avoir confiance dans un examen. Ici, je vous ai mis une étude qui a été publiée cette année qui a regardé la distribution des élasticités en fonction du stade de fibrose à la biopsie, mais ce n'était pas n'importe quelle biopsie. Ils ont pris des pièces d'hépatectomie pour des sujets qui ont eu des hépatectomies partielles pour des différentes raisons. Et ils ont inclus aussi 72 contrôles qui étaient F0, qui n'avaient pas de fibrose, peut-être qui étaient des métastases de cancer de côlon ou autre. C'est une étude dans l'hépatite B. Et on voit bien la distribution de ces box plots, qui s'appellent les box plots, qui n'est pas de chevauchement ça discrimine bien entre les stades adjacents de fibrose, à l'exception de F0 et F1, il n'y avait pas de différence significative. Entre tous les autres stades, il y avait une différence significative pour discriminer. Ça, c'est très différent de l'élastographie transitoire qui discrimine bien seulement pour les stades terminal de fibrose, pour les stades très sévères, F3, F4, et il y a beaucoup de chevauchement pour les stades précoces et intermédiaires. Quelle est la valeur diagnostique? Donc, il y a déjà plusieurs méta-analyses. Je vous ai mis une que j'ai trouvée intéressante. Je pense que c'est une des plus récentes. Et cette méta-analyse, elle a été publiée l'année dernière. Elle a inclus 13 études, 2300 patients avec biopsie et shear wave, élasticité par shear wave. Et vous avez la valeur diagnostique, la somme des valeurs diagnostiques, ce qui s'appelle en anglais le summary SROC, de 0,93 pour discriminer entre les stades de fibrose sévère F3 F4 versus les autres stades, et de 0,95 pour discriminer entre la cirrhose et les autres stades. Et quand on regarde quelles sont les valeurs diagnostiques pour discriminer la fibrose minime et la fibrose significative, elles sont également excellentes. Toujours pour les stades intermédiaires, les valeurs diagnostiques sont plus faibles que pour les stades extrêmes. C'est logique, la biopsie, elle fait pareil quand on la compare au foie entier. Donc 0,95 et 0,87, ce sont des valeurs diagnostiques excellentes. Et ça, c'est très important parce que quand vous allez vous intéresser au dépistage de la fibrose en population générale, il y a des faibles risques de fibrose. Donc il y a beaucoup de non-alcooliques fatty liver disease, beaucoup de stéatose, qui en général, ils sont fibrose minime ou absente. En général, ils sont F0, F1, la plupart des patients. C'est intéressant d'avoir une méthode non invasive
qui a des performances excellentes justement pour les stades précoces et pas seulement pour la cirrhose. Et ça, c'est une étude justement dans la NAFLD, dans la maladie non-alcoolique du foie, dans la stéatose non-alcoolique du foie, les patients métaboliques, qui a été publiée l'année dernière par une équipe, une étude multicentrique française, sur 291 patients. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont comparé le shear wave avec l'ARFI et avec l'élastographie transitoire par fibroscan. Et on voit que pour le diagnostic, ce qui s'appelle de F2, on est à 0,96 et il y avait une supériorité de shear wave par rapport à l'ARFI. Et quand on regarde... pardon, je suis revenue en arrière. Non. Voilà, pardon. Et quand on regarde la valeur diagnostique pour F3, F4, on voit bien qu'elle est excellente, elle est 0,89, et pour la cirrhose, de 0,88. Il n'y avait pas de différence significative, mais après il faut regarder, parce que la cohorte, elle n'était pas très importante, il n'y avait que 291 patients, et en plus, vous savez, on a éliminé les patients qui étaient non applicables. Dans cette même étude, ils ont donné des seuils. Il ne faut pas les retenir. Je vais vous montrer après une méta-analyse qui est récente qui va donner des seuils. Mais juste pour vous dire, si vous prenez la sensibilité comme but pour déterminer des seuils diagnostiques, ça veut dire que vous ne voulez pas louper des cas avec fibrose. Donc, il faut prendre des seuils qui sont plus bas. Et si vous voulez la spécificité, il ne faut pas générer des faux positifs, donc il faut prendre des seuils plus élevés. Donc ça, c'est le principe. Après, ces seuils, ils ne sont pas encore très bien déterminés, mais quand vous suivez un patient dans le temps, vous prenez votre référence qui est le T0, idéalement après guérison, si ce sont des hépatites C. Voilà. Et puis, il y a 3 méta-analyses qui ont été publiées, et il y a une quatrième, qui va être publiée, qui est acceptée, et qui est excellente parce que c'est une méta-analyse de données individuelles. Donc, ils ont pris la base de données de toutes ces études, et donc ils ont pu comparer les données individuelles, et on démontre bien une supériorité des valeurs diagnostiques qui est significative statistiquement pour le shear wave élastographie par Explorer par rapport à l'élastographie transitoire, pour le stade F2, F3, F4 versus fibrose minime, et aussi pour la cirrhose versus les autres stades. Et ça, c'est très important. Et dans cette méta-analyse des données individuelles, justement, les auteurs, ils ont essayé de déterminer des seuils, et ils ont essayé de déterminer les seuils en fonction de l'étiologie. Et comme vous voyez, donc, pour la fibrose avancée, cliniquement significative, donc F2, F3, F4, le seuil est le même avec le fibroscan, c'est le 7,1 kPa. Après, pour la fibrose sévère, F3, on est à 9,2 avec un seuil un tout petit peu plus bas pour l'hépatite B. Ça reste à vérifier. Cet effet-là, ça peut venir du fait que les effectifs et la distribution de la fibrose n'est pas la même dans les 4 cohortes. Et pour la cirrhose, ils ont déterminé un seuil à 13, à l'exception de l'hépatite chronique B, où ils avaient trouvé 11,5 kPa. Donc, en général, quand vous avez un patient avec un Explorer autour de 13, après si c'est 13 ou 14, il faut vraiment avoir une grosse suspicion de cirrhose et essayer de confirmer ce diagnostic par d'autres méthodes, faire une endoscopie et prendre en charge le patient comme une cirrhose. Donc, Explorer et la shear wave élastographie bidimensionnelle, elle a été validée aussi dans des populations spéciales. Comme la population pédiatrique, il y a déjà une étude des enfants avec la stéatose non-alcoolique du foie. Il y a très peu d'enfants, mais l'intérêt de cette étude, c'est qu'ils ont réussi à faire des biopsies. Et quand on voit bien que les valeurs de l'élastographie shear wave, elle augmente avec le score de fibrose par Brandt, qui a été pris dans l'étude. Et les auteurs, ils ont essayé aussi de déterminer des seuils qui sont intéressants.
5,1 kPa pour le stade F1 et 6,7 kPa pour le stade F2. On a l'impression que pour F2, c'est un tout petit peu plus bas, mais c'est 6,7, c'est autour de 7 kPa. Et les valeurs diagnostiques étaient excellentes, malgré le nombre très faible des patients. Ça a été aussi, il y a une étude qui essaie de valider l'utilisation de shear wave élastographie dans une population de patients avec transplant hépatique. C'est une étude rétrospective sur 216 patients et 37 donneurs, donc ils ont inclus la population de donneurs que vous voyez ici, qui ont des valeurs très faibles de shear wave. Et ils ont partagé en deux groupes, ceux qui ont eu l'évaluation par shear wave et biopsie dans les premières 4 semaines après la greffe et ceux qui ont eu après. Et on voit que chez ceux qui ont eu l'évaluation dans les 4 semaines post-transplantation, il y a une augmentation avec le rejet. Et puis, quand on a les phénomènes qui sont précoces post-greffe, on a comparé aussi avec les sujets qui étaient donneurs parmi les 37 donneurs et qui avaient un foie gras, donc qui avaient de la stéatose. Et quand on regarde dans le groupe qui a fait, pour lequel on a fait la biopsie et le shear wave 4 semaines après post-transplantation, on voit que effectivement, quand on a un rejet aigu, on a des valeurs beaucoup plus élevées. Après, chez les sujets chez qui on ne sait pas exactement si c'est un rejet aigu, mais il y a une suspicion aussi, ces valeurs sont plus élevées que chez les sujets qui n'ont pas de rejet. Et puis, avec la rechute de l'hépatite C, je pense que cette étude est rétrospective et ils ont dû inclure les patients plus anciens avant l'époque des agents antiviraux directs. Quand cette rechute de l'hépatite C arrivait, on avait des valeurs plus élevées. On peut utiliser ces méthodes et moi je pense que ça c'est la partie la plus intéressante dans la clinique maintenant, quand on a des traitements très puissants qui guérissent tout le monde, c'est de donner avec ces méthodes non invasives qui sont toutes quantitatives, elles sont très sensibles parce qu'elles sont des scores, donc on peut donner un pronostic par leur progression ou régression par rapport à une valeur basale. Il y a plusieurs études sur le pronostic et sur la corrélation avec les complications des cirrhotiques. Il y a une étude où on voit que la mesure de la shear wave bidimensionnelle elle est corrélée à la gravité clinique des cirrhoses évaluée par le score Child-Pag. Dans cette étude, on a 400 patients, 401, et puis on voit que la moyenne elle est à 6 kPa quand on est Child-A, on a une moyenne à 25 kPa dans le Child-B, et à 41 dans le Child 7. Et la même étude, elle a essayé de déterminer le seuil à partir duquel il existe une forte suspicion de varices, de carcinome, d'acide, donc des complications. Ça c'est très intéressant, mais moi je pense qu'il faut prendre des méta-analyses, il faut faire des méta-analyses pronostiques pour mieux déterminer le seuil. Et à distance. Parce que le problème de FibroScan, de Explorer par rapport au FibroScan qui a été évalué pour sa valeur pronostique, c'est le fait que c'est un outil diagnostique non invasif trop récent et pour faire des études pronostiques, il faut attendre au moins 5 ans. Ça, c'est un essai d'études pronostiques à 48 mois. 48 mois, c'est même pas une année. Et effectivement, on a l'impression que les sujets cirrhotiques avec des valeurs d'élastographie supérieures à 21,5 kPa, ils avaient plus de complications et de décès, donc plus d'événements, avec un hazard ratio à 2,76 quand on a des valeurs si élevées à 1 an. Il y a une étude qui a été menée par l'équipe de Barcelone qui a comparé Explorer, donc la mesure bidimensionnelle shear wave versus l'élastographie transitoire par FibroScan pour l'hypertension portale cliniquement significative, donc des gradients supérieurs à 10 mm colonne de mercure. Et en fait, ils trouvent des valeurs diagnostiques excellentes pour les deux. L'avantage pour les seuils qui ont été déterminés dans l'étude
donc 15,4 kPa pour le shear wave et 13,6 pour l'élastographie. C'est une meilleure spécificité. Donc, encore une fois, on est sûr qu'on exclut mieux les sujets qui n'ont pas ce risque. Il y a une autre étude asiatique qui est intéressante dans le principe, qui montre des corrélations bonnes, mais moyennes, pas très élevées, entre l'hypertension portale par le gradient, par la mesure du gradient transveineux, et puis le shear wave. Mais ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'ils vont faire des déterminations longitudinales avant et après guérison de l'hépatite C, et ils voient en fait le delta du gradient et le delta de changement de régression de l'élastographie après 6 mois de traitement sont très corrélés. Il y a une très forte corrélation. Et donc, on peut dire l'aggravation de l'hypertension portale avec une aire sur la courbe qui est excellente dans cette étude. Après, il y a des études, il y a l'étude de Janssen, publiée, il y a plusieurs études qui ont été publiées par cette équipe allemande, donc qui montrent les corrélations entre l'élasticité du foie ou l'élasticité de la rate et bien sûr l'hypertension cliniquement significative définie comme un gradient supérieur ou égal à 10 mm/colonne de mercure. Et on voit qu'il y a une différence significative d'élasticité du foie et d'élasticité de la rate entre les sujets qui ont un gradient supérieur à 10 et les sujets qui n'ont pas de gradient supérieur à 10. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez que c'est la même cohorte, mais en fait, il y a beaucoup moins de sujets avec l'élasticité de la rate parce que c'est très difficile de mesurer l'élasticité de la rate. On a à peu près 30% d'insuccès technique. On n'a pas de succès technique dans 1 sur 3. Donc, c'est très difficile même pour les radiologues. Voilà. Et puis, il nous propose, la même équipe, il nous propose un algorithme. Par exemple, on commence par mesurer l'élasticité du foie. Si elle est inférieure ou égale à 38 kPa, on mesure l'élasticité de la rate. Et si l'élasticité de la rate est inférieure à 28, l'hypertension portale cliniquement significative est improbable. Par contre, si l'élasticité de la rate elle dépasse 28, l'hypertension portale cliniquement significative elle est très probable. Et puis, effectivement, dans les cas où l'élasticité du foie est supérieure à 38, on a aussi une hypertension portale significative très probable. Et donc, avec cet algorithme, on avait dans cette étude 92% des sujets qui étaient bien classifiés. Où on en est pour les varices, pour la prédiction des varices, on voit que le grade des varices à l'endoscopie est corrélé avec la valeur de shear wave de l'élasticité du foie. Et c'est comparable avec le taux de plaquettes et le ratio plaquettes sur la rate. Ça, c'est une étude pareille de notre service qui n'a jamais été publiée, a été juste présentée dans les congrès. Et nous, on a montré qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant pour prédire les varices de grade 2 avec signe rouge et les varices de grade 3 de mesurer l'élasticité du foie maximum ou moyenne que l'élasticité de la rate, qui n'est pas prédictive de varices de grade 2 ou 3. On a aussi beaucoup d'innovations avec cet appareil, parce qu'on peut maintenant faire une quantification de la stéatose par la brillance hépatique comparée à la brillance d'un tissu référent qui est le rein, donc l'index hépatorénal. Qu'on connaît, on le fait, les échographistes ils le font toujours pour donner une estimation subjective de la stéatose, mais la nouveauté c'est qu'on peut quantifier par un index qui s'affiche à l'écran, donc qui n'est plus dépendant de l'opérateur, cette brillance. La seule contrainte c'est qu'il faut avoir sur la même coupe le foie et le rein. Et donc vous allez avoir cet index qui s'appelle le B-mode ratio. Voilà, et puis on vous donne la profondeur, le diamètre sur lequel vous avez fait les mesures. Il y a des études qui montrent
de comparaison des méthodes échographiques pour l'évaluation de la stéatose versus CAP. Donc on voit qu'il y a des différentes cut-offs pour l'évaluation de la stéatose. Et puis, en général, pour l'index hépatorénal, on sait que la sensibilité est très élevée, la spécificité est très élevée. Et quand on compare la CAP avec les résultats du B-mode ratio quantitative, donc c'est une mesure de quantitative pour la stéatose supérieure à 5%, on voit surtout un avantage sur les sensibilités et les spécificités. Pour le CAP, elles sont autour de 78 et 79%, alors qu'on est à 100% de sensibilité, en tout cas supérieure à 90%, pour toutes les études qui ont utilisé le B-mode ratio. Ça, c'est très important pour ne pas rater des cas avec stéatose supérieure à 5%. Et aussi pour le S1 avec le CAP, en fait, c'est 10%, c'est pas 5%, ils ne peuvent pas descendre à 5%. Donc, avec cette quantification de la stéatose avec le mode B ratio, donc on peut conclure que l'index hépatorénal est au moins équivalent au CAP pour la stéatose modérée à sévère, mais il est plus sensible pour la stéatose minime. Donc les performances, elles sont excellentes, et puis ça aide aussi à diagnostiquer les maladies métaboliques du foie avec une seule méthode non invasive. Et moi je pense que la beauté de Explorer, c'est qu'on peut faire le dépistage de nodules en même temps que le diagnostic de la fibrose et la stadialisation de la fibrose. Et il y a l'étude superbe publiée d'Amérique Guibal en 2013, European Radiology, et qui montre en fait la dureté des différents types de nodules qui peuvent exister dans le foie, comme l'adénome, l'hémangiome. Vous voyez que le carcinome hépatocellulaire, il n'est pas très dur, c'est une lésion qui n'a pas une dureté élevée, qui a une dureté basse. Et puis, on voit que c'est le cholangiocarcinome qui est la lésion la plus dure. Et en fait, l'avantage de cette mesure de l'élasticité du nodule, on sait que les ondes, quand elles traversent un tissu, un nodule qui a une autre densité que les tissus hépatiques autour, donc les ondes elles vont être ralenties ou accélérées en fonction de la dureté du nodule. Et donc en fait, on peut faire, par exemple, pour avoir une suspicion de carcinome hépatocellulaire, on peut faire l'index d'élasticité du nodule sur l'élasticité du foie. Et en fait, les carcinomes hépatocellulaires, ce sont des lésions qui ne sont pas dures dans un foie très dur. Donc cet index, il va être souvent inférieur à 1. Bien sûr, ils peuvent avoir des exceptions, mais en général, quand vous avez un index inférieur à 1, il y a une forte suspicion que le nodule, c'est un carcinome hépatocellulaire. Comme règle générale, les lésions dures sont malignes, à l'exception de la HNF et des cicatrices fibrotiques. Et puis les lésions qui sont molles, qui ne sont pas dures, elles sont bénignes, à l'exception du carcinome hépatocellulaire. Donc ça, c'est très pratique. Un exemple, ça c'est un nodule de carcinome hépatocellulaire dans un foie cirrhotique. Donc l'élasticité du nodule, elle est mesurée à 12 kPa et le foie à 26, presque 27 kPa. Donc on voit un nodule bleu dans un foie qui est hétérogène, rouge ou jaune, donc avec des valeurs beaucoup plus élevées. Et quand on fait l'index, on est à 0,45, donc il y a une forte suspicion de nodule de carcinome hépatocellulaire. Et à la fin, vite fait, je vais vous présenter notre expérience à la Pitié-Salpêtrière sur le bilan antifibrose, donc comment on prend en charge, nous, les patients, en pratique, avec ces méthodes, toutes ces méthodes non invasives. Je voudrais vous mettre, je vous ai mis cette diapositive pour vous prévenir que cette étude qui a montré la survie, donc la non-régression de la fibrose, c'est une étude avec fibrotest et fibroscan, mais peu importe, c'est le principe, chez les patients ayant une fibrose avant guérison. Donc ce sont des sujets qui ont été guéris il y a 10 ans de leur hépatite C et qui ont été guéris à des stades F3, F4. Et quand on regarde la régression de la fibrose à 5 ans, il n'y a pas de différence significative entre les sujets qui sont SVR, donc qui ont été guéris en vert, et les sujets qui n'ont pas été traités ou qui n'ont pas été guéris.
Et quand on regarde à 10 ans, donc ce sont des sujets qui ont eu des estimateurs répétés, en général nous on les suit annuellement ou tous les 6 mois, et donc quand on regarde à 10 ans, il reste encore, il y a une différence significative, donc il y a un avantage d'être guéri, mais il reste à peu près 1 sur 2, 46%, qui ne régressent pas un stade de fibrose à 10 ans. Donc, et quand on regarde qui sont ces patients, on voit bien que ces patients qui régressent, ce sont les sujets qui n'ont pas de facteur métabolique, et les sujets qui ne régressent pas, ou même qui progressent, et qui vont continuer, on va devoir continuer à les suivre parce qu'ils vont développer les carcinomes hépatocellulaires, ce sont les sujets qui ont des facteurs métaboliques. Il ne faut pas oublier que dans le temps, les patients ils sont plus vieux, ils ont plus de facteurs de risque, plus de facteurs métaboliques. Donc il faut pas, le message c'est qu'il faut continuer à le suivre s'ils ont été guéris à des stades avancés. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a 6,4% de CAC. Donc qu'est-ce qu'on fait nous à la Pitié? Donc tous les patients, ils passent par ce qui s'appelle le BAF, le bilan antifibrose, qui est un ambulatoire. Ils ont une prise de sang, bien sûr ils ont les marqueurs non invasifs, mais ils ont aussi tout ce qu'il faut, charge virale ou marqueurs alpha-fetoprotéines ou tout ce que vous voulez, en fonction des étiologies. Et puis, on fait le même jour, le même matin, tout se passe en moins d'1 heure, une évaluation de la fibrose par l'Explorer et une évaluation de la fibrose par le FibroScan. Et puis, bien sûr, que si les mesures sont non applicables ou s'il y a des discordances majeures, premièrement, on répète le test avant de passer à la biopsie. C'est très rare quand on passe à la biopsie. C'est même moins de 1%, je pense que c'est même moins de 0,01%. Et donc on a les résultats très vite, nous. Donc vous avez les résultats très vite, et donc vous savez très vite, de par les antériorités des patients, et aussi par les résultats qui sont les résultats du jour, si les patients sont F3, F4. Si les patients sont F3, F4, comme ce sujet, qui a une élastographie chez Wave à 16 kPa, un fibrotest F4, il est à 3, il n'a pas été guéri, lui, pas encore. Et puis, on a aussi les mesures du FibroScan qui sont autour de 15 kPa. On a les antériorités. Ce sujet, il passe tout de suite au dépistage. On a une deuxième machine Explorer. Donc, on a en clinique, pas en radiologie, on a 2 machines Explorer. On utilise une des machines pour faire le diagnostic de l'élasticité du foie, et la deuxième, on fait le dépistage des nodules hépatiques. Donc si les patients sont F3, F4, tout de suite, peu importe la méthode non invasive, nous on a cette chance-là d'avoir plusieurs méthodes concomitamment, donc on fait dans le service de pathologie, donc pas par les radiologues, par des opérateurs qui sont formés au dépistage des nodules CAC, on fait le dépistage. S'il n'y a pas de nodules, contrôle dans 6 mois parce qu'ils sont F3, F4, on fait un nouveau bilan antifibrose et il repasse dans le circuit. S'il y a un nodule ou une image suspecte, donc en général, on refait une échographie Explorer en radiologie, par un radiologue, et si besoin, une imagerie de contraste. Bien sûr, s'il n'y a pas de nodule, il repasse dans la boucle de contrôle. Par contre, si l'image demeure fortement suspecte et reste à surveiller avec un contrôle rapproché par une imagerie de contraste, on peut prévoir dans 3 mois, ou ça dépend, en général c'est selon les radiologues qui nous orientent. Si un nodule CAC confirmé, le patient il passe en RCP, on radio et on prend une décision pour lui. Donc on est très efficace. En 2016, on a découvert par ce moyen, sur place en hépatologie, et on a découvert 10 cas de carcinome hépatocellulaire qui n'étaient pas découverts par des échographies en ville ou des patients qui n'avaient pas fait leur contrôle en ville. Donc, en conclusion, la mesure de l'élasticité bidimensionnelle, elle est très facile à réaliser, elle est reproductible, elle est fiable. Il y a une meilleure applicabilité avec l'acide par rapport à d'autres méthodes d'élastographie, comme l'élastographie transitoire. Donc, on peut continuer à faire le pronostic du patient, utiliser cette mesure pour faire le pronostic et pas pour le diagnostic. Elle est moins influencée par la stéatose et l'inflammation du foie, donc par l'activité. Et surtout, moi je pense que l'avantage majeur c'est le guidage de l'image, donc vous pouvez guider et positionner votre carré d'acquisition en mode B, ce qui améliore non seulement le diagnostic mais le pronostic, parce que vous êtes plus fiable.
Et puis, on peut bien sûr évaluer concomitamment la rate. Il y a un intérêt dans la prédiction de l'hypertension portale, ça c'est clair. Les études, elles doivent moi je pense qu'on doit faire des études sur plus de sujets. Et puis, il y a un intérêt dans le dépistage des nodules carcinome hépatocellulaire, ça c'est absolument clair, et on peut le coupler avec le diagnostic de fibrose. Et puis, donc, on a une excellente performance non seulement pour la cirrhose, mais pour les stades précoces, et c'est facile à coupler avec d'autres macros. Donc, je vous remercie. J'ai quelques cas cliniques s'il nous reste du temps, mais je pense que c'est plus intéressant de faire en pratique sur la machine. Voilà.